qui planifie un peu tout ça, hein, pour savoir est-ce que ce qui a été planifié est exécuté, à quelle hauteur, avec notamment ceux qui s'occupent du développement, M. Olivier Kamitatou, ministre du Plan. Alors, Olivier Kamitatou est un peu comme Maker Mongo, le ministre qui a quasiment traversé tous les gouvernements, dès le début jusqu'à maintenant, avec une petite pause de quelques mois. Et le plan, il connaît. Alors, une question, monsieur le ministre. Tout à l'heure, le représentant du PNUD, et éventuellement madame de INFP, c'est bien ça, hein? C'est en français ou en anglais? Ah, bon, elle va le dire elle-même. Ils viendront nous dire si c'est vrai ou pas que la planification de tout ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'est vous, finalement, sous la supervision du Premier ministre et du Président de la République. Est-ce qu'on est dans le bon ou on n'est pas dans le bon? Bien. Merci Jean-Marie. Et je tiens d'abord à remercier Monsieur le Premier ministre qui nous donne l'occasion de développer sur la planification. Et je salue les élus du peuple qui sont à nos côtés, ainsi que les hautes personnalités. Regardons l'histoire récente de notre pays. En 2001, nous n'avions qu'au scepticisme de la pensée que l'optimisme de notre volonté pour dire que nous allions progresser. En 2015, nous parlons des chiffres et nous nous interrogeons pour savoir si nous serons émergents en 2020, en 2025 ou en 2030. Ça veut dire que nous avons formidablement évolué. Et la planification, effectivement, on ne peut pas évoluer sans avoir non seulement une vision claire, partagée, qui doit être traduite en action, et la vision c'est celle du président de la République, mais nous devons avoir également une planification à moyen terme et à long terme qui permettent effectivement de mieux cadrer les efforts. Et vous le savez, je n'ai pas besoin de répéter tout ce qui a été dit ici par mes collègues, sur tous les chantiers, nous obtenons des résultats. Bien entendu, ces résultats doivent être traduits. Il nous faut donc des statistiques fiables. La fiabilité des statistiques, je crois que mon prédécesseur de l'UNESCO l'a rappelé, est un vrai problème sur lequel, sous l'impulsion du Premier ministre, nous travaillons pour avoir des données réelles. Je vais donner quelques chiffres. C'est le lieu de les donner. Eh bien, l'indice de développement humain, on l'a dit ici, il n'est de richesse que d'hommes. Nous faisons de l'économie, pas pour l'économie. Nous faisons des performances, pas pour les performances. Nous les faisons pour les Congolaises et les Congolais. Eh bien, l'indice de développement humain, il y a une mesure, l'IDH. Cet indice de développement humain prend en compte plusieurs variables. La première, c'est le niveau d'éducation. Mon prédécesseur, le ministre de l'Éducation, l'a bien rappelé, les chiffres sont éloquents. C'est le niveau de l'éducation. Le deuxième, c'est le niveau de vie. Le ministre de la Santé a évoqué les chiffres sur la mortalité infantile, infanto-juvénile, les progrès que nous réalisons, c'est le niveau de vie. Le troisième, c'est l'espérance de vie. Et finalement, le quatrième, qui est très important, le Premier ministre l'a rappelé, c'est la richesse nationale, le niveau du produit intérieur brut. Eh bien, de ces quatre variables, nous avons l'indice de développement humain. Eh bien, l'indice de développement humain, nous avons été meurtris par le fait que le rapport mondial du programme des Nations Unies, du PNUD, qui sort une fois par an, indiquait que nous avions un indice de développement humain de 0,331. C'est à quelle année ça? L'an dernier, qui nous positionnait comme avant-dernier au monde. C'était risible. Derrière nous, il restait la Somalie. Oui. Et après, c'était le néant. Alors que nous venons d'entendre les efforts qui sont faits sous l'impulsion du président de la République avec le Premier ministre et tous les ministères sectoriels, nous n'étions pas pris en compte à la mesure des efforts. Heureusement, il y a un rapport national qui est fait en partenariat avec tous nos partenaires au développement, avec les ministères clés des quatre variables, la santé, l'éducation, sous la coordination du Premier ministre. Eh bien, ce rapport national a donné les vrais chiffres. Mais c'est lesquels? Parce que si le PNUD vous met en dernier ou avant-dernier... Eh bien, ceux de PNUD qui participent avec nous, le PNUD RDC qui participe avec nous, oui. Eh bien, nous sommes passés de 0,338 à 0,414. Ça veut peut-être rien dire, mais nous progressons de 13 places.
Nous ne sommes plus les avant-derniers, je ne peux pas dire dans quel niveau nous sommes, mais nous progressons. Et ce qui est plus important que la situation, c'est la dynamique et la trajectoire qui est prise. Cette dynamique et cette trajectoire, eh bien, nous progressons, nous avons du vent dans les voiles et nous approchons des rives de l'émergence parce que nous avançons. Aujourd'hui, en termes de progression, en termes de pourcentage de progression de l'indice de développement humain, nous sommes à 3,25% par an de moyenne depuis 2001. De 2001 à 2014, nous avons affiché un taux de progression de 3,25%, ce qui nous rapproche des États les plus dynamiques d'Afrique, que ce soit l'Éthiopie, le Rwanda, eh bien nous approchons de cela. Et si nous continuons sur cette progression avec ce pourcentage, avec ces efforts dans ces secteurs, qui touchent à l'homme et à la femme congolaise, eh bien dans 13 années, nous aurons quitté les pays d'indices de développement faibles pour arriver à des indices de développement humain moyens. C'est encore loin de ce que nous voulons espérer. Nous devons aller encore beaucoup plus vite. Mais ça veut dire que nous sommes sur la très bonne trajectoire, que tous les ministères sectoriels sont mobilisés et je dois saluer, en saluant les élus du peuple, le budget national doit être en concordance avec les efforts du Premier ministre et du gouvernement pour donner les moyens à ce que l'indice de développement humain, il n'appartient pas seulement de sanctionner un gouvernement, mais c'est de dire également que sans un budget annuel qui porte les mêmes priorités et qui donne par exemple aujourd'hui 15% du budget, 16% du budget va à l'éducation. C'est une progression phénoménale dans l'histoire de notre pays. Et nous allons vers 20%, ce qui montre que nous voulons transformer la société. Et une transformation structurelle de la société ne se fait pas en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. Ça met du temps. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, je vous ai laissé parler. J'aimerais quand même que, bon, Monsieur du développement, au niveau de la communauté internationale, enfin, il est entre-temps aussi de temps en temps représentant du secrétaire général, Moustapha Soumaré, qui doit nous rejoindre maintenant. La dame viendra tout à l'heure. Vous êtes souvent, prenez place, Monsieur Soumaré. Parfois, vous êtes un peu le père fouettard de la RDC, le PNUD. Vous publiez, le ministre l'a dit tout à l'heure, parfois des rapports qui donnent des sueurs froides à la RDC sur le développement. Bon, le ministre dit, vous travaillez ensemble ici, localement, comme vos collègues. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Qu'est-ce qui peut donner à espérer pour les Congolais positivement? Vous savez, très souvent, quand on parle de l'indice sur le développement humain, dans la plupart des pays, les gens voient à quelle rangée, premier, deuxième ou troisième. En fait, ce qui est important dans l'indice, c'est pourquoi c'est en fait un outil de gestion, un outil de planification. C'est pourquoi il faut voir en fait la valeur absolue de l'index. Quand on prend le cas de la RDC, j'ai pris des statistiques, comme on parle des chiffres là. Oui, oui. Dans les années de 2005, par exemple, j'ai pris de 2009 à 2013 simplement. Est-ce que vous savez que l'index, en fait, sur le développement humain a cru chaque année? Chaque année, ça a cru. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets, en fait? Ça veut dire, par exemple, que de 2009 à 2013, c'est passé de 0,313 à 0,333. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de vie est passée de 4,8 ans par année à 5,7. Deuxièmement, que la durée d'attente de la scolarisation est passée de 3,1 du point de vue du nombre d'années à 8,6. Ça veut dire que les enfants vont beaucoup plus à l'école. Ça veut dire que le revenu national brut, calculé en termes de ce que nous appelons la parité en monnaie qui peut être utilisée partout, est passé de 372 à 444. Donc il y a eu quand même un progrès constant qu'on a vu au niveau des choses. Mais malheureusement, c'est vrai, il y a souvent des vues politiques quand on voit le rang, etc. Oui, alors ce classement étayé quand même, surtout par rapport, je sais qu'il y a le monde académique ici, j'ai vu le recteur de l'université de Kinshasa et puis d'autres intellectuels congolais. Quand vous nous placez avant-dernier, tout ça, on ne vaut pas quelque chose? C'est quoi? Non.
Non, on reconnaît dans le rapport, on reconnaît dans le rapport justement les progrès qui ont été accomplis. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. Nous avons fait avec le gouvernement ici même, tout récemment, nous faisons chaque année un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Par exemple, dans ce contexte-là, on a vu clairement, et comme on parle aussi de chiffres, que par exemple la pauvreté, je crois que le Premier ministre l'a dit, c'est passé de 63,5% à chose à 71,13%. Non, c'est passé de... Autrement dit, la pauvreté... de 71,3% en 2005 à 63,4%. Elle a baissé en fait. Oui. Okay, mais maintenant, il faut voir aussi à l'interne de ça. C'est pourquoi j'ai dit le développement humain, l'index, c'est vraiment un outil de gestion. Parce que autant, par exemple, au niveau national, ça a baissé, quand on rentre dans les chiffres au niveau provincial, on voit une certaine disparité. Par exemple, il y a certaines provinces dans lesquelles, par exemple, ça a augmenté. Alors, monsieur le ministre, vous êtes le planificateur, vous avez parfois des vues un peu à court, moyen, long terme. Lorsque le monsieur du PNUD nous dit, monsieur Soumaré, c'est son nom, que le rapport, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous dire où est-ce qu'on en est exactement. Est-ce que nous sommes avancés ou nous sommes en recul? Et qu'est-ce qu'ils ont comme aide, le PNUD, pour nous? Bien, nous sommes en progression constante, c'est ce que M. Soumaré vient de dire. Ça veut dire que non seulement nous progressons, mais nous voulons que nos données statistiques intègrent les bases de données internationales. Et le Premier ministre veille à cela au quotidien. Nous ne devons plus être surpris parce que les données statistiques n'ont pas été transmises, que les bases de données sont erronées, et que finalement, l'image que nous donnons au monde n'est pas la réalité. Moi, Ibrahim, ça ne passe toujours au-dessus. Hein. Et donc, dans les prochaines semaines, nous allons valider les statistiques les plus récentes, et le rapport 2015 sera nettement meilleur. Et c'est-à-dire que les chiffres dans l'absolu suffisent-ils? Certainement pas. Mais ces chiffres créent un intérêt, un enthousiasme. Vous avez cité la MONUSCO en disant quand allez-vous partir? Oui. Nous pourrions dire comme ministre du plan, mais vous, les partenaires au développement, avons-nous encore besoin longtemps de vous? Parce que l'aide publique au développement, eh bien, elle a vocation à tarir. On ne demandera pas toujours l'aide du contribuable où qu'il soit. Nous devons pallier avec nos propres ressources, attirer l'investissement, mettre en œuvre la vision du président de la République par des capitaux qui soient des capitaux privés, promouvoir l'initiative privée, rendre les marchés compétitifs et transformer structurellement notre pays. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, notre économie repose en grande partie sur le secteur des mines. Ça veut dire qu'il y a des millions, et la grande majorité des Congolaises et des Congolais ne participent pas à la croissance. Nous voulons qu'ils participent directement à la croissance par leur productivité. Et la majorité des Congolaises et des Congolais sont en milieu rural. Ça veut dire qu'ils sont dans l'agriculture. Nous voulons investir massivement dans l'agriculture, les parcs agro-industriels, mais investir massivement également dans l'éducation qui permet de transformer la société pour qu'il y ait dans le secteur rural des revenus qui soient non agricoles, mais qu'il y ait également une meilleure productivité de l'agriculture. Voilà un des aspects importants. Nous voulons maintenant transformer notre économie pour aller de l'énergie vers la réindustrialisation et pour finir faire de cette société, c'est la vision du président de la République, un pôle de savoir, de connaissances, parce que l'émergence, eh bien, elle participe de l'innovation et on l'a dit ici, il faut être un moteur du développement. Merci beaucoup. Avant de vous libérer, M. Soumaré, j'aimerais quand même savoir, c'est pour ça que je vous mets de vous, le PNUD, venez avec moi s'il vous plaît, le PNUD en général encourage souvent les autres partenaires à nous donner des moyens. En général, c'est vous qui êtes souvent, qui essayez de faire du lobbying derrière, etc. Vous êtes souvent superviseur des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'optimisme de nous mobiliser les moyens, même si nous en avons quand même dans nos caisses, ou bien vous êtes dans l'attentisme, le PNUD? Je suis très optimiste en fait, parce que je vois, et c'est pourquoi c'est important, c'est l'idée d'avoir cet index sur le développement humain. Oui. Parce que ça interpelle aussi le gouvernement, non seulement à continuer les réformes qui ont été entreprises pour les amener là où ils sont aujourd'hui. Les réformes
Gouvernance. Gouvernance structurelle, tout ce qu'il faut comme même du point de vue, surtout de la gouvernance. Oui. Okay? Le ministre même de la fonction publique l'a dit quand on parle des aspects de la corruption et tout. Oui. Voilà des aspects sur lesquels certainement le gouvernement va travailler pour pouvoir améliorer justement son record. Concernant vraiment la mobilisation des ressources, moi je dis que c'est un des pays, c'est à peu près, je ne sais pas combien de pays dans lesquels j'ai été coordonnateur résident. C'est pourquoi vous êtes coordonnateur résident, vous êtes en même temps représentant du PNUD. Vraiment le potentiel de mobilisation des ressources que j'ai vu dans ce pays. Et surtout la volonté des partenaires de soutenir le pays, je n'ai jamais vu. Vous savez que seulement côté simplement des Nations Unies, ensemble, nous dépensons dans le pays, en soutenant à peu près 1,4 milliard de dollars. Ça, c'est sans compter les aspects de la MONUSCO. Ouais. Donc, je suis très, très, très vraiment optimiste. Alors, parce que de temps en temps, vous représentez aussi le secrétaire général au niveau de la MONUSCO des Nations Unies, optimiste ou pas par rapport à la paix de ce pays. M. Kobler l'a dit tout à l'heure, vous voulez toujours rester chez nous, bon, on aimerait bien, mais avec moins de troupes quand même. Mais est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Oui, je ne pense pas ce que M. Kobler a dit. Oui. Il a dit que nous sommes là pour travailler avec le gouvernement pour créer les conditions de la sortie de la MONUSCO. Oui. C'est ça qu'il a dit. Et donc, je suis optimiste. Vraiment, je crois qu'il l'a dit lui-même et le Premier ministre est revenu là-dessus. La situation à l'Est s'améliore. Donc, nous faisons tout en sorte que nous puissions justement renforcer cela pour que vraiment on crée totalement les conditions qui font que la RDC puisse non seulement se passer de la MONUSCO, mais vraiment se passer de l'aide internationale. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est notre collègue du FMI. Moi, je suis sûr, et je le dis, je crois toujours à ça, que si la RDC vraiment se développe, c'est toute l'Afrique qui va se développer. Et si la RDC a des problèmes de sécurité, c'est toute l'Afrique aussi. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez mettre votre clé. Monsieur Soumaré, merci. Madame Keïta, on garde toujours le meilleur pour la fin, madame. Venez, c'est le mois de la femme. Voilà, les dames doivent se retrouver, hein, ça c'est clair. Installez-vous. C'est l'une des rares femmes au sein de la communauté internationale. Voilà, monsieur le ministre, que vous connaissez certainement parce que vous travaillez ensemble. Hein. L'une des rares femmes dans cette émission qui puisse aussi dire du bien de la RDC. On dit beaucoup de bien aujourd'hui, hein, monsieur le ministre de la RDC. On dit la vérité. C'est la vérité? Oui, Madame Keïta, votre structure, c'est un peu compliqué à prononcer. C'est quoi? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour nous donner l'opportunité de parler. Le Fonds des Nations Unies pour la population est probablement le plus petit des grands partenaires présents, donc nous sommes très honorés d'être ici, mais on a le plus grand des mandats, la population. Voilà, vous vous occupez de la population et vous êtes avec le planificateur de la population. Est-ce que on connaît combien nous sommes, nous les Congolais, d'abord? Ensuite, qu'est-ce que vous faites pour les Nations Unies pour nous aider à nous compter et à trouver les moyens de nous stabiliser? Aujourd'hui, les Congolais, plus ma famille et moi, et mes collègues partenaires qui sont présents sur le territoire, nous sommes estimés à 117 millions de personnes. Ah. Ce que le Congo, les progrès, où vous êtes, c'est la volonté de vouloir mener l'enquête mère. L'enquête mère, c'est le recensement général de la population et de l'habitation. Le Congo a besoin de ces données-là pour pouvoir continuer à développer toutes les politiques économiques et sociales dont on a parlé. Sans ça, on ne fait que de l'à peu près. Et vouloir le faire, l'avoir commencé, je dis bravo au gouvernement, puisque la cartographie est déjà en œuvre. Le deuxième point positif de ce qui se passe dans ce pays, c'est l'organisation des jeunes. Le tour du pays que j'ai fait, toutes les provinces ont des réseaux de jeunes bien organisés et qui ne demandent qu'à partager, participer à la prise de décision et mettre leur talent au service du pays. Ça, bravo aussi. Le troisième progrès, c'est la lutte contre les violences. La lutte contre les violences. Il y a des perceptions. Oui, capitale mondiale du viol. Non, justement. Moi, je suis une femme. Ça a changé? Je suis une femme et l'idée même de traiter une capitale de capitale mondiale du viol me choque au plus haut point. Et je voudrais que tous qui le disent en ce mois de la femme cessent de le dire parce qu'un manque de respect inacceptable
pour toutes les femmes de ce pays. Ce n'est pas acceptable. 77 millions de population, il y a à peu près 44 millions de femmes, de jeunes femmes, etc. D'accord? J'ai une nouvelle pour vous. La violence sexuelle basée sur les faits de guerre ne dépasse pas 1% dans ce pays. Ah bon? Oui. Par contre, oui. La violence sociale du fait des mariages précoces est énorme et extrêmement élevée. Est-ce que vous y travaillez, monsieur le ministre va répondre aussi, est-ce que vous y travaillez à réduire cette violence-là, des mariages précoces et tout ça? Bon, la Dame des Nations Unies, elle est offusquée, là. Bien entendu. Oui. Bien entendu, ça participe effectivement à notre volonté de recentrer notre action sur l'homme et la femme congolaise. Oui. Non seulement au niveau de l'éducation, une bonne partie, c'est l'éducation qui permet de transformer la société. Nous avons voulu non seulement l'éducation, mais changer les mentalités. La citoyenneté nouvelle congolaise fait partie précisément du programme du gouvernement et c'est du concret, ce n'est pas seulement une vue théorique. Alors, madame, parce qu'on est limité par le temps, on doit conclure cette émission. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, on a un débat chez nous, ici au Congo, par rapport au recensement de la population, par rapport aux élections. Est-ce que vous pouvez nous dire là, nous, les Congolais qui vous suivent, est-ce que c'est important d'identifier les Congolais? Est-ce que c'est important de savoir combien nous sommes pour aller voter? C'est extrêmement important. Et je pense que ce qui est important, c'est d'abord, de la part des Congolais, de ne pas mélanger les termes. Le recensement général de la population et de l'habitation est une activité scientifique indépendante. Le recensement administratif à but électoral est une autre activité. L'identification pour fait d'état civil est une autre activité. On peut mener à la limite les deux premières ensemble, du fait de la confidentialité, mais certainement pas le fait d'état civil avec les deux autres, parce qu'il y a une question de respect de l'anonymat et de l'intégrité des Congolais. Et je pense que ce pays a eu une approche intéressante qui a été de vouloir faire de la mutualisation des efforts du ministère du Plan et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour essayer de combiner les deux autres recensements. Cela signifie simplement qu'il y a des aspects techniques à prendre en compte pour préserver la partie scientifique du recensement général de la population. Donc, il faudrait que les parlementaires, que vraiment les autres autorités de ce pays puissent aider à faire passer les bonnes terminologies. Parce qu'il faut au sein de la population. Absolument. Mais, monsieur le ministre, on va terminer avec cette question. Est-ce que les Nations Unies, là, qui sont en face de moi, est-ce qu'elles vous aident avec des moyens pour que le professeur Lumano, qui a les moyens, qui a besoin d'argent, pour que sa structure fonctionne, pour identifier les Congolais, pour que vous puissiez bien faire des planifications pour notre développement? Je crois que Madame Diéné Keïta vient précisément de dire pas d'amalgame dans les opérations. L'opération scientifique, le recensement général de la population et de l'habitat va absorber plus ou moins 140 millions de dollars américains, pour lequel le gouvernement, c'est la volonté du Premier ministre de participer activement, a déjà donné une quote-part tout à fait significative qui nous permet de lancer la cartographie. Cette cartographie va mettre, si nous la lançons dans tout le pays, il nous manque encore des moyens, et nous faisons appel à la communauté des partenaires, va prendre à peu près entre 9 et 10 mois, au cours desquels nous allons lancer plus de 2500 agents qui vont donner une vue précise de notre pays. Et l'opération elle-même de dénombrement, eh bien nous allons déployer entre 70 000 et 80 000 agents à travers tout le pays pendant un week-end. Le président va prendre un texte de loi pour dire ce week-end-là, c'est le dénombrement des citoyennes, des citoyens, mais dans l'anonymat. Ce qui permet de dire exactement combien nous sommes, où nous sommes, avec toute une donnée, une batterie d'informations d'un questionnaire très précis qui donnera véritablement l'état des lieux de notre pays. Alors, quand on a parlé de mutualisation, c'est clair qu'il y a des opérations qui permettent au ministère de l'Intérieur d'avancer. Mais à un moment donné, nos chemins se séparent. L'un part vers le recensement anonyme et scientifique et l'autre part vers ces activités qui tiennent de la sécurité et de la politique. Donc il ne faut pas mêler les deux au risque d'effrayer nos partenaires qui vont se désengager de cette opération. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame, je vais vous libérer parce que je dois conclure cette émission. Monsieur, vous ne me libérez pas comme ça. Bon, je ne vous libère pas. Monsieur Kassamba, je suis la seule femme. Je viens sur ce plateau, je vais dire ce que j'ai à dire. Je vous en prie, madame. Merci. La femme prend le pouvoir et on lui le donne.
Merci. Monsieur le Premier ministre, c'est fantastique le travail que vous faites en donnant 50 millions pour l'éducation, la santé. J'ai besoin juste de 10 millions de dollars à donner pour la planification familiale. Parce que vous avez un taux de croissance économique extraordinaire, qui est plus élevé que le taux de croissance démographique. Mais ce n'est pas créateur d'emplois pour les jeunes au niveau où ça devrait l'être. Pour vous donner un exemple, le Congo est un des pays